Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 21 septembre 2020 et vous avez pu le constater, la séance commence notamment en Europe avec des replis considérables. Nous avons un CAC 40 à 4880, le DAX est à 12 825, donc des indices européens qui sont passés sous leur seuil psychologique, respectivement pour le CAC 40, 5000 points et pour le DAX les 13 000 points et à Wall Street également, les futurs sur indice américain font preuve de faiblesse. Et vendredi également, les indices américains avaient clôturé la session en territoire négatif, notamment avec le Dow Jones en repli de 0,9%, le S&P 500 en baisse de 1% et le Nasdaq avait perdu près de 1,1%. Alors, lors de la session asiatique, le sentiment a été quelque peu mitigé avec le Nikkei en hausse de 0,18%, le Kospi coréen en baisse de 0,21% et le Hang Seng en repli de 1,08%. En Australie à présent, le S&P ASX 200 a chuté de 0,64%. Alors, à noter concernant le marché pétrolier, la tempête tropicale Beta se dirige vers le golfe du Mexique aux États-Unis et Reuters a rapporté que la Royal Dutch Shell avait arrêté une partie de la production de pétrole samedi et a commencé à, à évacuer les travailleurs de ces plateformes. Alors, concernant le bras de fer entre la Chine et les États-Unis, notamment concernant TikTok, à noter que ByteDance, Oracle et Walmart ont accepté en principe de coopérer avec TikTok pour s'assurer que 100 millions d'utilisateurs américains puissent continuer à utiliser l'application et répondre aux exigences réglementaires du gouvernement américain de renforcer les activités de TikTok aux États-Unis. Et la Banque populaire de Chine qui a maintenu ses taux d'intérêt de référence inchangés pour le cinquième mois consécutif lors de sa décision du mois de septembre. Et S&P Global Ratings qui a modifié vendredi 18 septembre la perspective et la note souveraine de l'Espagne qui est passée de stable à négative et a confirmé la note de la dette à A. Alors selon des informations non officielles provenant principalement des réseaux sociaux, le roi Salman d'Arabie Saoudite se trouve dans une situation critique. Et à noter concernant le Covid, et d'ailleurs le coronavirus qui ne cesse de se propager à nouveau en Europe. Et donc dans ce contexte-là, le maire de Londres, Sadiq Khan, demandera officiellement lundi de nouvelles restrictions pour la ville de Londres. Et donc ça fait partie des craintes, effectivement, en ce début de semaine. Nous avons un continent européen qui pourrait dépasser les États-Unis et redevenir à nouveau un nouvel épicentre. Et ce sont clairement les craintes qui pèsent sur le DAX et sur le CAC 40. Donc nous sommes peut-être en train d'approcher d'une période où les risques devraient être exacerbés, où nous assisterons peut-être à une hausse des risques sur les marchés, et donc peut-être une poursuite des replis. Il faut noter également que nous sommes à l'approche des présidentielles américaines, lorsqu'une seconde vague en parallèle semble se confirmer en Europe. Donc effectivement, cela se fait ressentir actuellement sur les indices. Alors concernant le calendrier économique du jour, comme tous les lundis pratiquement, le calendrier économique est quelque peu allégé. On prendra uniquement connaissance de l'indice des prix des maisons neuves, des logements neufs au Canada en mensuel. On s'attend, les analystes tablent pour un chiffre de 0,2%. On prendra connaissance également du discours de Jérôme Powell. Jérôme Powell qui prendra la parole et donc s'exprimera aujourd'hui et il témoignera mardi, mercredi et jeudi. Alors il sera suivi de plusieurs intervenants de la Réserve fédérale américaine. Alors d'ailleurs aujourd'hui ce n'est pas noté ici sur le calendrier, peut-être que je n'ai pas sélectionné le Japon, mais c'est un jour férié au Japon. Je ne l'ai pas sélectionné, autant pour moi. Voilà, donc c'est un jour férié au Japon, donc les marchés japonais seront fermés aujourd'hui et demain, ce qui nous permettra d'ailleurs de commencer les analyses sur le Nikkei. Comme demandé en commentaire des Good Morning Market, nous débuterons donc demain, mercredi au plus tard, nous allons intégrer le Nikkei à nos analyses sur le compartiment action, sur les indices boursiers. Alors donc, à noter que étant donné ce jour férié, on peut s'attendre à des conditions de liquidité assez faibles dans la région. Alors cette semaine, on prendra connaissance principalement des indices flash PMI pour les États-Unis et le Royaume-Uni. On prendra également connaissance
La zone euro également, hein, la zone euro et l'Australie. On prendra également connaissance des banques centrales de Chine, de Turquie, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande, hein, concernant leur politique monétaire. Et sinon, il y aura quelques données mineures, comme les ventes de maisons neuves et existantes aux États-Unis, le rapport, comme chaque semaine, hebdomadaire sur le chômage. Donc voilà pour la semaine, une semaine qui commence par Jérôme Powell et par un retour des craintes, et notamment l'Europe, hein, qui reprend le lead en termes d'infection au coronavirus. Nous allons passer sans plus tarder sur les indices boursiers. Et nous allons débuter par le DAX. Le DAX en données journalières qui part à la rencontre donc de son nuage ici. Le DAX à 12 830 points. Le DAX qui, tôt ce matin, a franchi la Tenkan et la Kijun. Donc le prochain obstacle, c'est justement ce nuage. Alors qu'en est-il en données H1? En données H1, on est en train de donner un signal. Il faudra attendre la clôture dans 11 minutes 40. Quel est ce signal? C'est simplement le franchissement de cette borne inférieure du canal haussier. Alors on évoluait dans ce canal haussier, hein, concernant le DAX depuis le 21 août, très exactement. Et donc ça a été testé une seconde fois le 4 septembre. Et nous sommes actuellement en train de franchir ce niveau-là. Alors effectivement, j'avais un biais plutôt haussier à court terme. Mais depuis que nous sommes passés clairement ici sous les 12 926 et que le repli s'accentue sous cette borne inférieure, bien entendu, c'est un signal de vente. Et actuellement, la prochaine cible, nous sommes actuellement sur ce support. Alors, ce support qui maintient les cours, les 12 800, c'est un seuil psychologique. 12 805, c'est un palier de SSB que l'on retrouve ici. C'est le support qui est en train de maintenir les cours. Le prochain, si le repli s'approfondit, est à 12 740 points. C'est le récent creux, celui qui avait permis le dernier test de la borne inférieure. Si on passe sous ce niveau-là, on va arriver justement au premier test de cette borne inférieure qui correspond également à un palier de SSB, ici aux alentours des 12 650 points. Donc voilà pour les prochains niveaux à aller chercher. Ces niveaux, c'est très simple, ils correspondent au récent creux, hein. Respectivement, ici on retrouve celui-ci aux alentours des 12 750 et la prochaine cible serait sur ce creux aux alentours des 12 650 points. Donc voilà pour les cibles en cas de poursuite du repli. Un signal de vente qui a été donné pour le moment depuis le franchissement ici de cette borne inférieure du canal haussier. Nous sommes à 12 820 points et cette bougie devrait clôturer dans une dizaine de minutes. Donc on va revenir en cours de GMM pour constater ou non la clôture en dessous de cette borne inférieure. Qu'en est-il du CAC 40? Le CAC 40 a enfin donné également le signal tant attendu, ici très exactement, ici, en sortant du nuage par le bas. C'était le signal tant attendu. Pourquoi? C'était une sortie de nuage également, mais contrairement à la dernière fois où nous avons franchi effectivement ce nuage, on va même se baser sur les deux dernières fois, ici et ici, nous avions eu donc cette borne inférieure qui a réussi à ramener les cours à la hausse lors de ces deux précédents franchissements de nuages. Cette fois-ci, donc le franchissement de la borne inférieure du canal haussier s'est fait bien avant le franchissement de nuage. Un franchissement de nuage qui s'est fait au passage par un twist, ces fameuses faiblesses qui sont caractérisées par le croisement des SSA et des SSB. Donc le CAC 40 donne son signal actuellement 4870. Nous avons déjà franchi un objectif, nous l'avons déjà surpassé. À l'image du DAX, ces objectifs nous sont donnés par les précédents creux ici. Et donc les 4887 ont été franchis. Maintenant, reste à aller chercher les 4832. À ce niveau-là, il y a plusieurs supports. C'est plus une zone de support à partir de là, de 4850 à, nous allons dire, les 4800. Et ensuite, il restera ce creux à 4760. Donc, un repli qui pourrait se prononcer en cours de séance. Et donc, vu le chemin parcouru, il serait également intéressant d'essayer de trouver le support sur lequel nous allons tenter ou effectuer un réel rebond. Et là, ce sera très, très certainement le plus intéressant, étant donné que nous avons déjà manqué une belle amplitude concernant le repli. Donc effectivement, en cas de rebond, il sera très intéressant de déceler le point de retournement. Qu'en est-il pour les indices américains? Alors, le Nasdaq, lui, est en train de s'éloigner de tous les scénarios que nous avions abordés. Nous avions abordé plusieurs scénarios techniques. Nous allons revenir à l'un d'eux, d'ailleurs, qui était une ETE inversée transformée par la suite en éventuel triple creux. Et décidément, il n'y a pas de triple creux, effectivement. Nous avons enfoncé ce creux-là. Et cette oblique baissière qui nous servait de ligne de coup,
redevient une résistance à nouveau, hein. On peut le constater ici. Donc c'est décidément une oblique qui joue, qui a continué de jouer même après l'invalidation de l'ETE inversée. Une ETE qui n'était pas très évidente d'ailleurs, hein. Je comprends comment dire, que l'on puisse ne pas être d'accord avec cette ETE, vu la proximité du creux marqué par la première épaule et la tête. La seconde épaule, pardon, et la tête. Mais dans tous les cas, il n'y a eu ni double creux, ni triple creux, ni ETE inversé. Et nous sommes en train de nous retourner justement à la baisse. Et on a enfoncé un support ici, on peut le voir, en prenant un petit peu de la hauteur, en reculant légèrement. On est en train d'enfoncer ici ce support-là, un support qui est très important et qui donne également un signal. Donc à présent, on pourrait aller chercher éventuellement les 10 683. Et attention, car le repli pourrait s'approfondir davantage. Donc le tout ici sera bien entendu de déterminer des objectifs. Les objectifs semblent un petit peu plus éloignés par rapport à ce que l'on a fait pour les indices européens en détectant des paliers. Ici, on pourrait avoir quelque chose de plus rapproché en utilisant les projections d'Osoda éventuellement. Il suffira juste de déterminer quelle projection on va aller chercher. Donc le repli fera une amplitude ici de 408 points. Au-dessus de 204, ce serait un E. Et c'est au-dessus de 204. Pourquoi 204? Car 204, c'est la moitié de 408. Et si on a donc une hausse de 204, donc la moitié de la baisse, c'est une projection N. Si c'est plus que la moitié de la baisse, c'est une projection E. Si c'est moins que la moitié de la baisse, c'est une projection V. Donc ici, c'est plus, donc on va aller chercher un E. Et les E sont habituellement des projections éloignées de par leur forme de calcul, ce qui nous ramène ici à 10 332. Donc un objectif qui reste tout de même relativement éloigné, mais à noter que pour le moment on est en train de se battre contre les 10 812 et c'est un gros niveau c'est une zone de support qu'il faudra franchir en vue d'envisager un approfondissement du repli. Qu'en est-il du Dow Jones? Alors le Dow Jones, nous l'avions laissé en Good Morning Market de vendredi dans une zone de neutralité que nous avions mis en évidence par ce rectangle. Et bien entendu, la sortie par le haut, par le bas nous donnait un signal. On en est sorti par le bas, ça a bel et bien été un signal de vente. Et ici, on peut déterminer un objectif également en déterminant les différents points A, B et C. À vue d'œil, on voit que la hausse a été largement supérieure à 50%, donc c'est encore un point E. Et donc on va aller chercher les 26 943. Alors c'est largement plus réaliste. Donc si ce support cède, le support actuel, le seuil psychologique des 27 200, c'est tout droit pour aller aux 26 943 points. Et ensuite, hein, les autres éventuels objectifs pourraient nous être donnés. Souvenez-vous ici des 3 E qui avaient été déterminés sur le Dow Jones. Ces niveaux-là sont des niveaux extrêmement forts qui devraient jouer, qui ont joué. Parce qu'on remarque ici, donc je vais ajouter l'épaisseur. C'est pour cela que lorsqu'on a une configuration en double creux selon Osoda, ce sont des niveaux qu'il faut garder de côté car on y reviendra. On y est revenu, on le voit ici, hein, pour passer en dessous de 3E, il a fallu un gap de rupture et ici, le niveau 2E n'a pas cédé aisément. Nous sommes allés le tester pour repartir dans cette zone de neutralité avant de le franchir et son franchissement a été vecteur d'accélération baissière. Et enfin, pour conclure, à noter que la projection de Soda correspond également à E1. Donc ce sont des niveaux très importants, voilà pourquoi je les ai maintenus et donc cela vient confirmer mon objectif actuel et à noter ici d'ailleurs hein, que encore une fois nous avions surpassé E2, le repli a été aussi brutal que la hausse par la suite. Donc un objectif beaucoup plus réaliste en cours de séance pour le Dow Jones que pour le Nasdaq. Qu'en est-il du S&P 500? Le S&P 500 qui semblait clairement nous dessiner un triple top vient l'invalider également et donc un repli actuellement qui se poursuit. Nous sommes à 3280. De la même manière, nous allons déterminer des objectifs ici en prenant comme premier point ce test de l'oblique baissière. On prend le creux qui a été marqué, peut-être ici une projection N. Pour avoir une projection N, je vous le rappelle, il faut que la hausse soit égale à 50% de la baisse. La baisse ici vaut 83 points, donc il nous faudrait du 41,50. Nous avons du 44,2, donc ça reste encore une fois du E de justesse. Et l'objectif ici,
L'objectif ici est entre la zone de 3210 et 3190 et donc très exactement les 3195. Donc on peut aller chercher les 3200 concrètement ici en cas de poursuite du repli. Et on retrouve cette zone qui était une zone de support qui a permis justement au S&P 500 de prendre appui à maintes reprises avant de décoller pour longer son oblique haussière. Donc voilà pour les indices boursiers. Nous allons passer sans plus tarder sur le compartiment des matières premières avec le gold. Le gold qui est relativement à l'équilibre, qui n'est toujours pas parvenu à décoller, hein. Donc effectivement, en sortant de ce triangle symétrique, il a complètement perdu de sa force. Pour l'heure, les seuls supports sont cette moyenne mobile et le nuage. Et nous avons une résistance à ce niveau-là qui est représentée par le palier de Kijun. Alors qu'en est-il en données intraday? C'est le franchissement de cette oblique baissière qui pose problème. Et effectivement, hein, plus on avance, effectivement, plus les objectifs seront rapprochés, plus l'espérance de gain est faible. Par contre, à mon avis, l'or devrait bientôt se décider. Alors ici, très souvent, lorsque l'on constate ce genre de configuration, une oblique baissière qui vient mettre pression sur les cours pour la pousser contre un nuage, très souvent, l'actif en question se libère des différentes contraintes techniques. Les deux contraintes ici qui mettaient pression étaient et le nuage et cette oblique baissière. Les deux sont en train de se rapprocher pour prendre le gold en étau. On peut s'attendre à un mouvement brusque, un mouvement un peu plus de volatilité très très prochainement. Au vu des indices boursiers, peut-être un franchissement de l'oblique baissière qui pourrait nous permettre de rallier les 1970. Mais attention, en cas de sortie par le bas, ce serait pour aller chercher les 1909. Donc encore une fois, neutre sur le gold. Mais il faut garder à l'esprit que pour avoir un signal baissier, il faudra traverser le nuage ici. Il sera beaucoup plus simple pour le gold de traverser cette oblique haussière, mais toutes les tentatives ont échoué précédemment. Donc on reste prudent sur le gold, la neutralité, hein, pour le moment. On attend un réel signal haussier qui nous sera donné en cas de franchissement ici de cette oblique, signal baissier en cas de sortie par le bas du nuage et plus largement en cas de franchissement des 1935 $ l'once. Nous allons passer à présent sur le pétrole WTI. Alors le pétrole WTI qui vient s'éloigner des 41-21. Alors j'avais fait part, hein, de mon étonnement face à un pétrole WTI au-dessus de ce support, car dans ce cas-là, d'un point de vue technique, c'était pour aller chercher les 42,60, ce qui me semblait d'un point de vue fondamental complètement irréaliste. Alors le pétrole, même si on peut le faire progresser, on peut le faire exploser à la hausse de par une déclaration, le pétrole quand même reste très corrélé à la réalité économique, hein. Donc même toute déclaration qui influerait sur les cours n'a une influence que sur le court terme. Donc cela me semblait assez compliqué d'imaginer un pétrole au-dessus des 42 $, un pétrole WTI. Donc actuellement nous sommes à 40-42, très certainement pour aller chercher notre Kijun à 39,95, hein. Encore une fois, on n'est pas allé plus loin que la projection V qui a permis de finaliser cette hausse. Et ici, peut-être un scénario baissier plus en ligne avec la réalité qui pourrait se dessiner. Pourquoi? C'est ce que l'on peut déduire de la formation du nuage dans le futur. Alors encore une fois, c'est une des particularités d'Ishimoku, il ne faut pas le laisser de côté, cette vision sur le futur, ça nous donne des informations de par l'épaisseur du nuage et justement ses faiblesses de nuage. Alors ici, on voit effectivement un nuage qui était très épais auparavant. Nous avions émis des doutes d'ailleurs lorsque nous étions en dessous de ce nuage, car il nous fallait un réel catalyseur pour le franchir. Ce catalyseur est venu de l'ouragan Sally, qui est venu réduire la production américaine au golfe du Mexique et donc a permis au pétrole WTI d'atteindre ses 41,20, cette projection d'Osoda. Mais actuellement, les catalyseurs baissiers sont déjà là. Ce sont donc les estimations de l'OPEP, c'est donc la propagation du coronavirus et des perspectives de demande qui font du surplace. Et ici, d'un point de vue technique, Ishimoku, un nuage qui vient s'affaisser à ce niveau-là pour aller former un twist. Donc peut-être d'ici le 23 septembre, d'ici mercredi, à noter que d'ici là, on prendra connaissance des stocks de pétrole brut. On pourrait revenir à des choses un peu plus, selon moi, réaliste et passer en dessous des 39 $. Et donc à noter que le repli, hein, ne cesse de s'approfondir. Nous sommes sur un support, les 40-40, dernier rempart avant les 39,95.
Alors, le café. Le café, le café est venu. À noter que cette EMA 77 est très intéressante, hein, car elle a vraiment été respectée par le café précédemment. Alors le café est allé un peu plus loin que prévu, si je puis dire, sans invalider notre scénario. Pour invalider notre scénario, il faudrait une clôture ici sous les 112,30. Ce n'est pas le cas. Nous avons clôturé à 113,90, mais à mon goût, on allait un peu trop loin dans le nuage et on a même clôturé sous le EMA 77. Alors aujourd'hui, est-ce que le café va réussir à se placer au-dessus de cette EMA 77 et donc de sortir de son nuage? Une séance qui pourrait être capitale, mais à noter que d'un point de vue fondamental, les perspectives sont toujours clairement haussières. Nous avons vu, hein, nous avons parlé des stocks de café, nous avons parlé des conditions météorologiques au Brésil qui avaient poussé à un repli des cours du café. Et on pourrait être définitivement fixé quant au scénario à retenir, si je privilégie clairement le scénario haussier, un scénario qui pourrait se confirmer en début de semaine. Le seul danger ici en intraday pour le café, donc on va aborder ce graphique H4 pour en parler, c'était l'éventualité d'une ETE. Donc la ligne de coup était représentée par cette oblique-là. Je vais essayer d'être un peu plus précis. Donc voilà le danger. Une ETE en intraday, sachant que nous avons déjà eu un franchissement de nuage, mais ici à noter que nous avons une ancienne projection V, la projection V de ce repli qui pourrait éventuellement ramener les cours à la hausse. Donc on garde un œil également sur l'intraday, depuis surtout que l'on est passé en dessous du nuage, et à noter ici en H1. Le repli semble s'approfondir. On pourrait assister à une accélération du mouvement baissier. Donc cette séance pourrait être très importante pour le café, même si je garde un biais haussier à moyen terme. On passe à présent sur le marché d'échange avec l'euro-dollar qui a marqué le pas, avec le biais vert qui retrouve des couleurs en début de séance européenne, un biais vert qui nous présentait des perspectives clairement baissières, mais ici il faut noter que ce rebond nous permettrait peut-être d'approfondir la baisse. Il y a une grosse résistance à aller chercher, c'est cette Kijun, il faudra réussir à se hisser au-dessus pour aller chercher les 93,64. Alors pour l'heure nous sommes en plein rebond, un rebond donc qui pourrait être de court terme. Ce rebond sur le biais vert pousse l'euro-dollar à la baisse en direction ici de la borne inférieure de ce précédent canal haussier, une borne inférieure qui a été franchie. On se dirige tout droit à présent vers la sortie du nuage, vers le seuil psychologique à 1,18. Alors avant ce seuil psychologique, il y a ces 1,18,95 dont il faudra s'affranchir. Donc attention, l'euro-dollar fait preuve de faiblesse. Le dollar retrouve des couleurs en début de séance européenne, mais est-ce qu'il arrivera à progresser au-dessus de sa Kijun et à poursuivre dans cet élan haussier? Dans ce cas-là, on pourrait avoir un fort signal baissier sur l'euro-dollar, mais si ce n'est pas le cas, l'euro-dollar pourrait réussir à se reprendre en cours de séance et à se rehisser au-dessus de cette oblique haussière pour ressortir de son nuage par le haut. Donc pour le moment, hein, neutralité sur l'euro-dollar, tant que celui-ci n'est pas sorti de son nuage par le bas, autant que celui-ci n'a pas invalidé ce breakout, cette cassure de borne inférieure pour se réinstaller au-dessus de son nuage. Et à noter que l'USD-TRI, lui, s'est bien réinstallé au-dessus de la borne supérieure de son canal haussier dans un mouvement, dans un comportement d'accélération de momentum haussier, toujours pour inscrire de nouveaux records historiques. Alors nous étions juste avant la clôture du DAX, effectivement la clôture de la bougie, on va le voir à présent. Le DAX a bel et bien clôturé ici, en dessous de son canal haussier. Les perspectives sont clairement baissières, hein. Les prochains objectifs sont 12 750 et 12 637 points pour le DAX. Ça devrait se poursuivre, donc prudence. Une semaine qui commence très fort ici pour les indices européens et américains.
Et donc ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. On se donne rendez-vous dès demain pour un nouveau Good Morning Market pour débriefer de ce repli de début de semaine. En attendant, je vous souhaite une excellente séance de trading, une excellente journée. Merci pour votre temps, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo. Excellente journée et à demain. Au revoir.